Palais Royal. Il est l'un des rares artistes français à connaître une carrière internationale. Alors, si vous aimez les rayures, la provocation et l'art contemporain, je vous invite dans Il ne faut jurer de rien à adopter la Buren attitude. Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. Cette semaine, la session extraordinaire du Parlement continue au sein de la Haute Assemblée. Cet après-midi, les sénateurs vont devoir voter en procédure simplifiée diverses conventions internationales avant d'examiner le projet de loi organique visant à proroger le mandat des membres du Conseil économique, social et environnemental. Puis ils entameront la discussion générale du projet de loi visant à réduire la fracture numérique. Voilà pour le programme de cet après-midi. Bonne séance à tous sur Public Sénat. L'ordre du jour appelle l'examen de 9 projets de loi tendant à autoriser l'approbation ou la ratification de conventions internationales. Pour ces 9 projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure simplifiée. Je vais donc les mettre successivement aux voix. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi autorisant l'approbation de la Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital. Qui est pour adopter ce projet de convention? Qui est contre? Le projet de loi est adopté à l'unanimité. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Qui est pour? Qui est contre? Le projet de loi est adopté. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la Convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôt sur les revenus. Qui est pour? Le projet de loi est adopté. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre l'Irlande, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume d'Espagne, la République italienne, la République portugaise, la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, établissant un centre opérationnel d'analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants. Qui est pour? Qui est contre? Le projet de loi est adopté. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi autorisant l'approbation de la convention de partenariat entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire. Qui est pour? Qui est contre? Le projet de loi est adopté. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi autorisant l'approbation du protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières de la Méditerranée. Qui est pour? Qui est contre? Est adopté. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de la République d'Albanie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure. Qui est pour? Qui est contre? Le projet de loi est adopté. Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne visant à compléter l'accord relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière. Qui est pour? Qui est contre? Le projet de loi est adopté. Enfin, je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale autorisant l'approbation de la Convention entre le gouvernement de la République française et l'Organisation internationale de la francophonie relative à la mise à disposition de locaux pour installer la Maison de la francophonie à Paris. Qui est pour? Qui est contre? Le projet de loi est définitivement adopté.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi organique adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, prorogeant le mandat des membres du Conseil économique, social et environnemental. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Henri Drincourt, ministre chargé des relations avec le Parlement. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, dans le cadre de la modernisation de nos institutions, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a transformé le Conseil économique et social en Conseil économique, social et environnemental. Elle a étendu sa compétence consultative aux questions environnementales. Avec le Grenelle du même nom, c'est une des traductions de la volonté du Président de la République de placer l'écologie et le développement durable au cœur de nos préoccupations et de nos débats. La revalorisation du Conseil économique et social souhaitée par le constituant a également pris la forme d'une modification des conditions de sa saisine. Et mesdames et messieurs les sénateurs, à l'initiative de votre Haute Assemblée, la Constitution donne désormais la possibilité au Parlement de consulter le Conseil, prérogative réservée depuis 1958 au gouvernement. Les citoyens pourront eux-mêmes saisir le Conseil par voie de pétition. Celui-ci fera connaître au gouvernement et au Parlement les suites qu'il propose de donner à chaque saisine citoyenne. La mise en œuvre de cette réforme impose une profonde modification de l'ordonnance du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social. La procédure de saisine parlementaire devra être précisée. Les conditions d'exercice du droit de pétition devront être définies. Plus globalement, le fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental devra être adapté, comme l'a parfaitement montré votre collègue, M. Jean-Claude Frécon, dans le rapport qu'il a fait au nom de la Commission des finances. Mais la tâche la plus délicate sera l'adaptation de la composition du Conseil économique, social et environnemental. En effet, celle-ci n'a connu depuis 1958 que de très faibles ajustements. Pour le gouvernement, il est indispensable que les différentes composantes de la société civile contemporaine trouvent aujourd'hui leur place au sein de ce Conseil rénové. Par ailleurs, la nouvelle compétence environnementale devra se traduire dans la composition même du Conseil. Elle implique l'entrée de représentants des associations de protection de l'environnement. Cette double modification de la composition du Conseil économique, social et environnemental doit être réalisée à effectif constant. En effet, je rappelle que la révision constitutionnelle de juillet 2008 a fixé le nombre des membres à 233, soit celui qui est actuellement prévu. Le principe ainsi posé est d'ailleurs le même que celui qui a été retenu pour l'Assemblée nationale et le Sénat. Tout risque d'accroissement important du nombre de conseillers est de ce fait écarté. Mais la réforme de la composition du Conseil se révèle d'autant plus une tâche complexe. Au mois de novembre 2008, le Président de la République a confié à M. Dominique-Jean Chertier, directeur du Pôle emploi, et lui-même membre du Conseil économique, social et environnemental, le soin de réaliser un rapport sur la mise en œuvre des nouvelles missions de ce Conseil et la rénovation de sa composition. Il a remis son rapport le 15 janvier dernier
et il propose plusieurs principes d'évolution de la composition. Quel que soit le choix qui sera fait, toute modification appellera des efforts de la part des groupes actuellement présents au sein du Conseil économique, social et environnemental en termes d'effectifs, s'entend. La nouvelle physionomie peut être d'ores et déjà esquissée. Le nouveau Conseil devrait être constitué autour de 3 grands pôles significatifs. La vie économique et le dialogue social. En deuxième lieu, la cohésion sociale et territoriale et la vie associative. Enfin, l'environnement et la protection de la nature. Les associations verront donc, comme je l'ai indiqué, leur présence renforcée. Les secteurs de l'économie solidaire, de la lutte contre l'exclusion, du handicap, du sport, les mondes de la science et de la culture devraient trouver une représentation au sein de ce Conseil. Enfin, le rajeunissement et la féminisation de l'institution devront être poursuivis. Les jeunes et les étudiants bénéficieront à ce titre d'une représentation spécifique. La question de la représentativité est un enjeu fondamental de cette rénovation. Elle se posera avec acuité pour l'ensemble des nouvelles composantes du Conseil, notamment pour les organisations de protection de l'environnement. Le comité opérationnel du Grenelle de l'environnement, dirigé par M. Bertrand Pancher, député de la Meuse, et auquel ont participé vos collègues Pierre Jarlier et Paul Raoult, a déjà travaillé sur la question de la représentativité des acteurs environnementaux. La désignation de ces acteurs devra se faire sur la base de critères très précis. La discussion sur ces critères aura lieu dans le cadre de l'examen du projet de loi Grenelle II, qui viendra en première lecture au Sénat dès la rentrée parlementaire. Par ailleurs, M. Jean-Pierre Vial a eu tout à fait raison de souligner dans son excellent rapport qu'il sera aussi nécessaire de préserver les équilibres de représentation existant actuellement au sein du Conseil économique, social et environnemental. Ainsi, la pratique de la concertation et la recherche permanente du consensus pourront et devront demeurer un atout essentiel du Conseil. L'ensemble de ces exigences à remplir montre que cette réforme s'avère délicate, tant dans les grands choix à opérer que dans les modalités très concrètes de sa mise en œuvre. Le temps de l'analyse et de la concertation est, pour le gouvernement, une condition essentielle du succès de cette réforme. Par ailleurs, cette réforme de grande envergure vient prendre place dans le vaste chantier législatif ouvert par la révision constitutionnelle. Le temps et l'énergie nécessaires sont consacrés par le gouvernement à construire, dans le dialogue, une véritable réforme du Conseil économique, social et environnemental. Le projet de loi organique ne pourra en conséquence être adopté définitivement par le Parlement, soumis à l'examen du Conseil constitutionnel et promulgué par le Président de la République avant la fin du mandat des membres actuels du Conseil en septembre 2009. Le renouvellement des membres en septembre 2009 sur le fondement des dispositions actuelles conduirait à reporter les effets de cette réforme au prochain renouvellement en 2014. Et une telle situation, un tel calendrier n'est pas pour le gouvernement souhaitable. Il ne serait pas davantage satisfaisant que l'entrée en vigueur de la loi organique modifiant la composition du Conseil mette fin au mandat des membres ainsi nommés au mois de septembre. La procédure lourde de renouvellement devrait alors être mise en œuvre à 2 reprises, séparées de quelques mois seulement. Le gouvernement propose donc à votre haute assemblée
de proroger le mandat des membres actuels du Conseil économique, social et environnemental jusqu'à la mise en œuvre de la réforme. Vous le savez, une telle solution a déjà été utilisée à plusieurs reprises, tant pour les assemblées élues que pour des conseils économiques et sociaux régionaux. La prorogation devrait s'appliquer jusqu'au terme d'un délai de 4 mois suivant la publication de la loi organique. En effet, ce délai est nécessaire pour assurer la modification des textes réglementaires et la désignation des nouveaux membres par les organisations qui seront représentées au Conseil. Un délai butoir est enfin prévu afin de conserver à la disposition qui vous est proposée un caractère transitoire qui soit raisonnable. Et la prorogation ne pourra en tout état de cause excéder le 30 septembre 2010. La réforme devra donc être adoptée au cours de la session 2009-2010. Voilà ce que je souhaitais vous présenter au nom du gouvernement et en vous indiquant que le projet de loi organique qui réformera le Conseil économique, social et environnemental sera déposé au Parlement dès la prochaine rentrée parlementaire, c'est-à-dire très prochainement. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Vial, rapporteur de la Commission des lois. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, notre Assemblée se trouve saisie du projet de loi organique relatif à la prorogation du mandat des membres du Conseil économique et social, devenu Conseil économique, social et environnemental au terme de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008. L'enjeu réside bien dans la révision constitutionnelle de juillet 2008 qui a largement modifié les attributions, le fonctionnement et la composition du Conseil économique et social. Il s'agit là d'une nouvelle étape dans la vie du Conseil économique et social, institution originale qui l'a conduit à être qualifié de troisième chambre en même temps que d'autres pouvaient s'interroger sur son rôle. Créé en 1925 sous le nom de Conseil national économique, ce n'est en réalité qu'en 1946 et 1958 que le Conseil économique et social se voit confirmé comme une institution à part entière, reconnue par la Constitution de 1946 et confirmée par la Constitution de 1958 avec un titre spécifique. La présente réforme constitutionnelle ne se réduit pas à un simple aspect formel, mais se rattache à cette volonté politique qui veut faire du Conseil économique et social un acteur à part entière du débat démocratique aux côtés du Parlement. Pourquoi ne pas souligner à quel point, dès la Libération, le général de Gaulle considérait comme nécessaire l'expression de la société civile à travers sa composante économique et sociale, dont l'idée d'un grand Sénat en 1958 et du projet référendaire de 1969 était une traduction forte, quand bien même fût-elle rejetée par 3 fois. Cette nécessité de trouver les moyens d'associer les acteurs de la société civile au cœur du débat politique a gardé toute son actualité. Si certains grands pays voisins comme l'Allemagne ou l'Angleterre sont dépourvus d'une telle institution, encore convient-il de souligner que l'acceptation des règles sociales dans ces pays résulte d'un processus d'élaboration tout particulièrement ancré dans leur culture politique et sociale. À l'inverse, un nombre beaucoup plus important de pays ont suivi l'exemple français en se dotant d'une telle institution, associant les acteurs de la société civile à l'élaboration des choix politiques. L'enjeu repose donc bien sur les missions, le fonctionnement et la représentation de l'institution dont aujourd'hui presque 3/4 de son activité relèvent de sa propre autosaisine. La réforme constitutionnelle veut donc répondre à ce triple défi. C'est d'abord l'élargissement du champ de compétences du Conseil économique et social en l'étendant aux questions environnementales. À ce sujet, si la saisine du Conseil dans les domaines de l'environnement reste facultative, tout projet de programmation à caractère environnemental
devra lui être soumis pour avis, comme pour ceux à caractère économique et social. C'est ensuite le double élargissement de la saisine du Conseil. Saisine au bénéfice du Parlement, conformément à la nouvelle rédaction de l'article 70 de la Constitution, adoptée sur proposition du Sénat. Saisine au bénéfice des citoyens par voie de pétition, dont la loi organique aura à préciser les conditions. C'est enfin la rénovation de l'institution par une nouvelle composition qui devra intégrer la limitation des membres à 233, nombre fixé par la Constitution à l'instar du nombre des membres des deux assemblées parlementaires. Il s'agit en réalité d'une double réforme, à celle du réajustement des différentes catégories de ses membres pour une meilleure représentation de la société, attendue depuis longtemps, s'y ajoute l'intégration des nouveaux membres de la représentation environnementale. Tous les aspects de la réforme auraient pu se mettre en œuvre sans une remise en cause du calendrier électoral du renouvellement des membres. En revanche, la révision de la composition du Conseil nécessite une rénovation en profondeur de la représentation et constitue un élément majeur de la réforme. Concernant la prise en compte la plus large possible des différentes composantes de la société civile, la question a été posée par certains sur la représentation éventuelle des cultes. Je tiens à dire que j'ai été sensible, Monsieur le Ministre, à la position que vous avez exprimée à l'Assemblée nationale en soulignant que le gouvernement n'y était pas favorable et que cette représentation ne serait donc pas proposée dans la loi organique. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, de bien vouloir me le confirmer à l'issue de ces débats. Le rapport de Dominique Jean Chertier, remis au Président de la République, montre bien, à travers les 3 scénarios proposés, l'enjeu fondamental que représente la réforme de la composition du Conseil, dont l'absence d'ajustement progressif avait amené à un véritable décalage entre l'expression de l'institution et sa représentation, qui pouvait en être fortement discutée. À défaut d'être abordée avec courage et clarté, cette question de la représentativité aurait pesé immanquablement de plus en plus fortement sur la légitimité de l'institution. Compte tenu de l'objet très limité du texte, il n'y a pas lieu de se prononcer aujourd'hui sur la composition du futur Conseil. Néanmoins, il me semble utile de souligner dès à présent que la force du Conseil est d'être un lieu d'expertise sociale, où s'élaborent des consensus entre les différents acteurs de la société civile et de la vie professionnelle. Il faudra en tenir compte pour désigner les nouveaux membres intégrés au Conseil, en particulier les acteurs de l'environnement. La réforme portant sur la composition est donc un enjeu essentiel, dont le temps nécessaire à la concertation doit être une des conditions de succès. Encore convient-il que cette étape de concertation se trouve précisément encadrée dans un délai raisonnable. Le report de l'échéance à un délai de 4 mois, suivant la promulgation de la loi avec une date butoir fixée au 30 septembre 2010, constitue, sur ce point de vue, ce délai raisonnable du report du renouvellement des membres du Conseil économique et social et environnemental. Conformément à la position de la Commission des lois, je vous remercie donc, mes chers collègues, de bien vouloir adopter ce projet par un vote conforme au texte adopté par l'Assemblée nationale qui lui a apporté les modifications rédactionnelles nécessaires. Je vous en remercie. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Anne-Marie Escoffier. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, héritier du Conseil national économique créé en 1925, comme vient de le rappeler notre excellent rapporteur, à la demande des syndicats ouvriers et des principaux acteurs de la vie économique de l'État et de l'époque, puis supprimé par le régime de Vichy, le Conseil économique, rétabli en 1946, devenu en 1958 Conseil économique et social, et en 2008, Conseil économique et social environnemental, est une institution essentielle dans la vie de la nation. Ses appréciations, publications, remarques, avis ou conseils, toujours marqués du double sceau de la compétence et du sérieux,
sont très largement appréciés. Nous ne saurions du reste oublier que le Comité économique et social constitue la 3e Assemblée constitutionnelle avec l'Assemblée nationale et le Sénat. Un certain projet constitutionnel développé par le général de Gaulle il y a une quarantaine d'années était même allé jusqu'à suggérer que sénateurs et conseillers économiques et sociaux eussent pu siéger de conserve dans une structure commune. C'est dire l'intérêt que présente non pas tant ce projet de loi organique prorogeant le mandat de ses membres que nous étudions aujourd'hui, que le projet de loi organique à venir modernisant et valorisant le Conseil économique, social et environnemental. Ce futur projet de loi est la conséquence de la révision constitutionnelle de juillet 2008 qui lui permettra, entre autres, d'une part, d'élargir ses missions aux questions environnementales, d'autre part, de fixer les conditions de sa saisine au Parlement et de mettre en œuvre le nouveau principe de saisine sur pétition citoyenne. Au préalable, une remarque s'impose. Alors que le gouvernement a mis en œuvre, il y a tout juste un an, cette réforme constitutionnelle, en sachant qu'elle allait inévitablement entraîner la réforme du Conseil économique et social environnemental, on peut s'interroger sur les raisons du retard apporté à ce projet de loi, Monsieur le Ministre. Pourquoi un tel silence sur un texte dont on ne sait toujours pas à quelle date il sera présenté au Parlement, mais vous venez de nous donner une échéance et je vous en remercie, même s'il semble qu'il soit actuellement soumis à l'examen du Conseil d'État. Cette manière de gouverner et par là même de légiférer, qui consiste à attendre lorsqu'il y a sinon urgence du moins des limites de temps à respecter, cette habitude regrettable prise de multiplier les lois transitoires plutôt que d'être prêt à honorer les rendez-vous législatifs prévus au cas particulier depuis 12 mois ne manque pas d'être critiquable et nous les dénonçons chaque fois. Cette remarque, Monsieur le Ministre, vous savez, ne s'adresse pas à vous personnellement, mais je suis certaine que vous en comprendrez le sens, puisque, en tant que sénateur, vous avez passé de nombreuses années dans cet hémicycle à défendre les prérogatives parlementaires. Je ne doute pas qu'en haut lieu, vous saurez faire part de cette remarque. Le présent projet de loi, doté d'un article unique, propose donc d'adopter une disposition transitoire afin de préserver le fonctionnement du Conseil dans l'attente de l'adoption de la loi organique et de savoir proroger d'une année le mandat de ses membres jusqu'au 30 septembre 2010 au plus tard. Il s'agit de ce fait d'un texte consensuel que nous ne pouvons qu'approuver dans sa forme, ce que fera le groupe RDSE, qui mesure parfaitement qu'il serait dommageable pour la communauté nationale que soient interrompus les travaux du Conseil économique, social et environnemental. Ce texte de surcroît nous donne l'occasion d'évoquer la future loi organique dont l'objectif, je l'ai dit, est de moderniser et de valoriser une institution qui a besoin d'évoluer sans pour autant que soit dénaturé l'outil qu'elle représente et qui a pour vocation de favoriser le dialogue, la coopération et les échanges d'expériences avec les conseils économiques et sociaux régionaux, le Conseil économique et social européen et les institutions similaires étrangères. Une loi qui, en intégrant le qualificatif d'environnemental, désormais ajouté au traditionnel Conseil économique et social, montre par là même l'évidente légitimité que constitue la lutte contre toutes les formes de pollution et la recherche d'un équilibre indispensable à la survie de notre planète et de ses habitants. Il reviendra d'ailleurs sur ce point au prochain Grenelle II de l'environnement de fixer les critères de représentativité de ce tiers secteur qui vient compléter la représentativité des organisations syndicales et celle des organisations patronales. L'essentiel restera de ne pas remettre en cause les grands équilibres actuels afin de ne pas casser ce lieu de démocratie sociale participative auquel on a abouti aujourd'hui en favorisant toujours l'expression de propositions partagées, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le rapporteur.
Je mesure bien sûr la difficulté de trouver à ces équilibres au sein d'un Conseil dont le numerus clausus a été opportunément limité à 233, mais où chaque secteur entend bien préserver ses prérogatives au détriment des nécessaires évolutions. La représentativité des entreprises publiques ne devrait-elle pas, par exemple, être réduite à moins de 10, alors que celle des professions libérales devrait aller au-delà des 3 sièges qui lui sont actuellement octroyés? Je ne doute pas que le problème de la parité fera lui aussi question dans ce débat. Faut-il l'imposer lorsque le constat est celui d'un pourcentage de 20% ou à peine plus environ de femmes? Ne faut-il pas aussi rajeunir une assemblée dont la moyenne d'âge graduellement augmente de 55 ans et tend vers 60 ans, en imposant au sein de chaque groupe une forme de quota de jeunes? Ne serait-il pas également nécessaire de porter une réflexion sur la limitation à 2 du nombre des mandats pour les futurs conseillers? Autant de questions ouvertes qui viennent s'inscrire à côté des mesures opportunément prises s'agissant de la saisine du Parlement, sous réserve du contrôle des conditions de saisine ou de la saisine sur pétition citoyenne dont il conviendra de définir le seuil de signataires. Sur tous ces points, je ne puis donc que souhaiter qu'à l'avenir, le Conseil économique, social et environnemental soit performant, géré de façon plus démocratique, appelé à devenir non pas une assemblée des experts de la société civile, mais l'assemblée des organisations composant la société civile. Le Conseil économique, social et environnemental pourra alors pleinement remplir sa vocation d'assemblée consultative, favorisant la collaboration entre les différentes catégories professionnelles, suggérant les adaptations économiques et sociales indispensables, contribuant à l'information des assemblées parlementaires. Nous ne pouvons que nous en réjouir. C'est pourquoi le groupe RDSE votera ce texte et demeurera très attentif à la rédaction du prochain texte de loi. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à Monsieur Richard Young pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, c'est la loi constitutionnelle de juillet 2008 qui modernisait nos institutions, qui a élargi le champ de compétences du Conseil économique et social aux questions environnementales, Conseil économique devenu d'ailleurs entre-temps Conseil économique et social et environnemental. Je rappelle que cette disposition reprend une demande formulée lors du Grenelle de l'environnement et reprise par le comité Balladur de propositions sur la modernisation des institutions de la République. L'élargissement du champ d'action du Conseil nécessitera bien sûr une modification de sa composition. Celle-ci, en effet, ne reflète plus la réalité de la société française contemporaine. Les femmes y sont largement minoritaires, et ça c'est un crime suprême. L'agriculture y est surreprésentée, c'est classique en France, partout. Les jeunes et les étudiants en sont quasiment absents, et les personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre sont, on pourrait dire, très nombreuses, et je souligne très. Il est donc urgent de revoir cette représentativité. La loi constitutionnelle a plafonné à 233 le nombre de conseillers. L'élargissement de la représentation au milieu écologique implique donc une reconfiguration des 18 groupes qui composent le Conseil. La tâche ne sera pas aisée. L'histoire montre en effet que la réforme de cette Assemblée, du Conseil économique, social et environnemental, peut s'avérer difficile. Il suffit de rappeler l'échec du référendum de 1969. Et par ailleurs, nous savons par expérience
que modifier la composition d'une assemblée à effectif constant, nous avons fait l'exercice il n'y a pas longtemps pour ce qui concerne l'Assemblée nationale, est toujours un exercice difficile et douloureux. L'article 71 de la Constitution dispose que la composition du CESE est fixée par une loi organique. Un an après la réforme constitutionnelle, je constate avec d'autres que vous n'avez toujours pas présenté ce texte devant le Parlement. Vous avez considéré qu'il était plus urgent de faire adopter beaucoup d'autres textes, et nous connaissons les aléas de l'agenda parlementaire. Par exemple, le texte tendant à faciliter le retour au Parlement des membres du gouvernement, qui certainement avait priorité. Cette situation est d'autant plus regrettable que le rapport de Dominique Chertier sur la réforme du CESE a été remis au président de la République le 15 janvier, c'est-à-dire il y a un peu plus de 6 mois. Pour justifier le retard, vous avancez l'argument selon lequel la désignation des acteurs et des conseillers environnementaux devra se faire sur la base de critères de représentativité qui seront fixés par la future loi portant engagement national pour l'environnement, celle qu'on appelle Grenelle II. Vous nous avez indiqué que le projet de loi organique sera déposé au Parlement dès les tout premiers jours de la rentrée. Je vous remercie de cette précision, dont acte, et sachez donc que nous serons vigilants quant à son inscription sur l'agenda parlementaire, qui sera sans doute assez serré à la rentrée. Au lieu de désigner, même provisoirement, les nouveaux membres du CESE sur la base des règles actuellement en vigueur, vous avez estimé, mais j'ai plus de ministre là, enfin je continue. Ah pardon, excusez-moi madame. Excusez, toutes mes excuses. Vous avez toujours un ministre au Il y a toujours un gouvernement. Très bien. Ne vous inquiétez pas. Non mais bon, je pensais à notre ancien collègue. Vous avez estimé. Bon, n'enfoncez pas le poignard. N'enfoncez pas le poignard. Vous avez estimé qu'il était plus efficient de prolonger le mandat des membres actuels jusqu'à après le vote et l'entrée en vigueur de la réforme, en fixant une date butoir au 30 septembre 2010. Cette disposition n'appelle pas de commentaires particuliers de notre part. Nous espérons qu'elle permettra, que les délais supplémentaires ainsi donnés permettront de créer du consensus. C'est quelque chose dont on a besoin en France et je suivrai donc les recommandations de notre excellent rapporteur en la matière. Et je profite de l'occasion pour formuler quelques remarques concernant la future réforme de la composition du CESE, puisque les propositions vont donc venir maintenant très rapidement. Monsieur Chertier, donc, qui avait été chargé d'un rapport de proposition, propose de faire entrer dans ce Conseil renouvelé des représentants des jeunes et des associations œuvrant dans le domaine de l'écologie et du développement durable. Et il envisage 3 scénarios, un ajustement périodique qui permette l'adaptation de façon continue de la composition du CESE, un second scénario un peu plus radical qui vise à faire du CESE une assemblée d'experts de la société civile avec 3 groupes à peu près égaux, employeurs, salariés, les associations, et un groupe d'experts qui serait un peu plus grand. Et enfin, 3e scénario, la transformation du CESE en assemblée de corps intermédiaires, représentatifs des corps intermédiaires, syndicats, employeurs, associations. J'ai quelques doutes sur le 3e scénario qui a en quelque sorte un parfum un peu corporatiste et qui rappelle des philosophies d'un temps que nous considérons comme passé. Donc nous aurons sans doute plus à nous concentrer sur les 2 premiers scénarios. Pour ma part, je voudrais souligner trois éléments importants, pour nous en tout cas. La nécessité de garder une représentation substantielle et égale des collèges représentant les employeurs et les salariés. Le CESE est en effet un des rares endroits en France où il y ait effectivement un débat entre les représentants des salariés et des employeurs, entre ces 2 classes, j'allais dire classe sociale, mais vous allez me taxer de marxisme. Alors ces 2 catégories oui, on peut. Bon, ces 2 catégories sociales, et vous savez que notre pays souffre, notre vieux pays gallo-romain souffre de donner toujours la préférence à l'affrontement, à la guérilla, enfin à la guerre,
et à considérer que l'accord et le consensus ne sont pas de mise, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays. Et donc, le Conseil économique et social, à nos yeux, apporte beaucoup par ce dialogue permanent qui est entretenu entre ces deux grandes catégories de représentants. Donc, premier élément. Deuxième élément, la nécessité, et c'est dit dans le texte, de définir des critères de représentativité consensuels et indiscutables pour le choix des représentants des milieux de l'environnement et de l'écologie. En effet, les associations et les milieux qui s'intéressent à ces questions-là sont extrêmement divers. Certains s'intéressent à l'énergie, d'autres s'intéressent au transport, d'autres à l'agriculture biologique. Certaines sont des très grandes associations internationales, d'autres sont au contraire très petites. Il y a donc une foultitude avec de grandes différences dans ces milieux, et donc le choix des représentants, on parle de 18 ou 20 représentants, si tel est le choix, sera quelque chose de difficile, même s'ils seront pris, comme on l'a évoqué tout à l'heure, sur le quota des entreprises publiques ou de l'agriculture. Il faudra donc beaucoup de sagesse dans le choix de ces représentants. Enfin, permettez aux sénateurs représentant les Français de l'étranger de souhaiter que la représentation des Français à l'étranger, il y en a 2, soit maintenue dans la nouvelle configuration. Je ne dis pas ça par corporatisme, quoique il y ait quand même à l'arrière-pensée, et les arrière-pensées, vous savez comme moi, c'est ce qu'il y a de pire, à l'arrière-pensée de la réforme qui a introduit les députés, l'idée qu'il n'y a plus besoin de représentants des Français à l'étranger au Conseil économique et social. Et c'est quelque chose contre lequel, et je pense avec mes collègues, dans le cadre de l'Union sacrée, nous nous élevons. Voilà. Et moi, je proposerais, pour que les choses soient bien claires, parce que c'est important qu'il y ait de tels représentants, qu'ils soient non plus nommés par le gouvernement, mais désignés par chacune des 2 grandes organisations représentatives des Français à l'étranger, à savoir l'UFE et l'ADFE. Dans une lettre qu'il m'a adressée, il m'écrit, vous voyez, le 19 mai dernier, le Premier ministre a indiqué que la réforme du Conseil économique, social et environnemental est en préparation. Je souhaite donc savoir, Madame la Ministre, quelles sont les conclusions que le gouvernement tire de la publication du rapport Chertier. Qu'en est-il, par exemple, de la représentation des cultes? Au nom de la laïcité, M. Chertier et les membres du comité Balladur avaient refusé que les forces spirituelles soient représentées. À l'Assemblée nationale, le gouvernement a indiqué qu'il n'y était pas non plus favorable et qu'il ne le proposerait pas. Ces propos sont pleins de bon sens, mais ils sont en même temps en contradiction avec les déclarations du président de la République qui, en décembre 2007, avait exprimé son souhait d'élargir la représentation du Conseil aux représentants des grands courants spirituels, donc j'imagine les églises, mais aussi les grandes écoles philosophiques, mais quelles sont-elles et où va-t-on? Et sachant quel est le poids de l'Élysée dans notre vie politique, je suis donc moyennement rassuré par ces propos. Je voulais aussi savoir si l'armée serait représentée en tant que telle, c'était une idée qui avait été avancée. Et enfin, je souhaitais vous interroger sur l'élargissement des saisines, c'est un des points importants, un des progrès. Le CESE ne sera plus seulement le Conseil de l'exécutif, il y aura la possibilité pour le Parlement, pour nous, au Sénat, de consulter ce Conseil sur les questions économiques et sociales, et ça sera une excellente chose puisque nous avons besoin d'une capacité d'expertise. Et il y aura aussi le nouveau droit de pétition citoyenne. Sur ces 2 dispositions, je souhaiterais savoir comment leur mise en œuvre est prévue, selon quelles modalités dans le nouveau projet de loi organique. Voilà, mes chers collègues, les principales remarques que nous souhaitions faire sur la réforme à venir, en réitérant donc le fait que nous voterons la mesure transitoire permettant de prolonger la durée de mandat des conseillers en cours. Merci. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à Madame Éliane Assassi.
Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la réforme du Conseil économique et social a été donc souhaitée et annoncée dès juillet 2007 par le Président de la République, date à laquelle il a chargé Édouard Balladur, président du comité de réflexion sur les institutions de la Ve République, d'intégrer cette question dans les travaux du comité. Le principal enjeu était alors d'intégrer la problématique du développement durable et de l'environnement aux thèmes traités par le Conseil économique et social, ce dont nous nous félicitons. La révision constitutionnelle de juillet 2008 a ainsi ouvert la voie à une réforme d'ampleur du Conseil économique et social, devenu donc Conseil économique, social et environnemental, ce qui nécessite une révision tout aussi conséquente des dispositions organiques relatives au Conseil. Il s'avère, et cela a déjà été dit, que le calendrier nécessaire à cette révision des dispositions organiques ne coïncide pas avec la durée du mandat de celles et ceux qui en sont actuellement membres. Le gouvernement n'ayant pas encore présenté au Parlement de loi organique, la réforme du Conseil ne pourra donc pas intervenir avant la fin du mandat en cours de ses membres, qui expire en septembre 2009. Une solution a dû être trouvée et c'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. La révision constitutionnelle a tout d'abord élargi les compétences du Conseil aux questions environnementales. Il devra donc intégrer de nouveaux membres issus d'associations environnementales et sur ce point se posera la question de la représentativité et des critères qui devront être retenus pour la désignation de ces nouveaux membres. La révision constitutionnelle a également ouvert la possibilité au Parlement de consulter le Conseil sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental, possibilité qui est jusqu'à présent réservée au gouvernement. Et donc le Conseil peut également se saisir lui-même de toute question relevant de sa compétence. Enfin, la révision constitutionnelle a créé une possibilité de saisine du Conseil ouverte aux citoyens par voie de pétition. Donc une loi organique est nécessaire pour modifier les missions et les attributions du CESE, ainsi que sa composition, son organisation et son fonctionnement, aujourd'hui déterminées par l'ordonnance du 29 décembre 1958. Une loi organique est également nécessaire pour l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article 69 de la Constitution, permettant la saisine du CESE par voie de pétition. Si en revanche, la saisine par le Parlement ne nécessite pas une loi organique, le gouvernement a néanmoins décidé d'inclure cette question dans la future loi organique, l'ordonnance du 29 décembre 58, prévoyant en effet les modalités de saisine par le gouvernement. Alors, compte tenu de l'ampleur de la réforme, le gouvernement n'a pas été en mesure de nous présenter un projet de loi organique avant, je l'ai déjà dit, que n'expire le mandat des membres actuels du CESE. Pourtant, un travail important de réflexion sur cette réforme a déjà été produit. Bernard Planchet, député, s'est vu confier en février 2008 par le Premier ministre la présidence d'un comité opérationnel chargé de mettre en œuvre les conclusions du Grenelle de l'environnement. Et ce travail a abouti à des propositions précises pour permettre une sélection à l'aide de critères de représentativité et d'éligibilité des acteurs représentatifs du secteur environnemental. Ce travail a été ensuite complété par la révision constitutionnelle, par un travail préparatoire de réforme plus globale du CESE, confié donc en novembre 2008 par le président de la République à Dominique Jean Chertier et destiné à préparer la mise en œuvre des nouvelles missions du CESE. Son rapport a été remis à Monsieur le président de la République le 15 janvier 2009. Enfin, notre collègue Jean-Claude Frécon a présenté un rapport d'information le 6 mai sur cette réforme. Donc, suite à l'ensemble de ces travaux de réflexion, je pense qu'il est regrettable que nous ne connaissions même pas les grandes lignes du projet de loi organique à venir. Et fort de ce constat, le gouvernement avait donc trois possibilités pour mettre en œuvre la réforme du CESE. La première, les membres du Conseil auraient pu être renouvelés en septembre 2009 sur le fondement du texte actuellement en vigueur, l'entrée en vigueur de la loi organique modifiant sa composition étant reportée au renouvellement suivant, c'est-à-dire en 2014. Cette solution reporterait l'entrée en vigueur de la réforme 6 ans après la révision constitutionnelle. Deuxième possibilité, les membres du Conseil auraient pu être renouvelés en septembre 2009 sur le fondement du texte actuellement en vigueur, la loi organique modifiant sa composition, mettant fin à leur mandat à son entrée en vigueur pour procéder à un nouveau renouvellement sur la base du nouveau texte. Cette solution conduirait à nommer de nouveaux membres pour quelques mois seulement. Troisième possibilité, enfin, une loi organique viendrait donc prolonger le mandat des membres actuels du CESE jusqu'à
jusqu'après le vote et l'entrée en vigueur de la réforme avec une date butoir, cela nous a été redit tout à l'heure, que le gouvernement propose donc de fixer au 30 septembre 2010. Donc les deux premières solutions ayant été jugées insatisfaisantes par le gouvernement, c'est donc la troisième, et donc la prorogation du mandat des membres actuels du Conseil qui a été choisie. Nous ne pouvons émettre d'objection particulière sur cette solution qui semble effectivement la plus logique. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous voterons ce texte. Néanmoins, nous resterons vigilants sur un certain nombre d'aspects, notamment s'agissant des contours de la future loi organique. En effet, il est prévu d'intégrer de nouveaux membres, entre 30 et 40, nous dit-on, acteurs du secteur environnemental, mais le nombre des membres du Conseil, fixé à 233 par la Constitution, restera fixe. Si à l'Assemblée nationale, lors de l'examen du texte le 1er juillet dernier, M. de Raincourt avait dit s'orienter vers une légère diminution des représentants de la profession agricole et de ceux des entreprises publiques, le nombre d'entreprises publiques ayant considérablement diminué, pour reprendre ses propos, d'autres modifications pouvant intervenir à l'avenir ne sont pas à exclure. Alors, nous serons particulièrement attentifs à une éventuelle diminution du nombre des représentants des salariés, comme nous le serons sur une nécessaire présence de jeunes en son sein et bien évidemment le respect de la parité homme-femme. Nous serons également attentifs à l'engagement du gouvernement sur le fait de ne pas inclure dans la future loi organique la possibilité pour des représentants des cultes de siéger au sein du Conseil économique, social et environnemental, étant donné, cela a été déjà dit, que le président de la République s'y est déclaré pour sa part favorable, nous ne serions guère étonnés s'il arrivait à faire céder le gouvernement sur son point. Je rappelle quand même que la pratique d'un culte relève de la sphère uniquement privée et nous ne comprendrions pas qu'elle soit institutionnalisée au sein du Conseil économique, social et environnemental. Donc nous espérons que la loi organique sera présentée au Parlement dans les délais les plus brefs, on nous a dit à l'automne. En attendant, comme je l'ai indiqué, nous voterons ce projet de loi. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Claude Frécon. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le projet de loi organique soumis à notre vote aujourd'hui nous invite à proroger le mandat des membres du Conseil économique, social et environnemental jusqu'au 30 septembre 2010 au plus tard. Ce délai doit permettre de mener à son terme une réflexion de fond sur la réforme de cette institution. J'ai eu l'occasion de le souligner dans mon récent rapport d'information sur le Conseil, comme rapporteur spécial de notre commission des finances pour le budget du CESE, et c'est à ce titre-là que j'interviens aujourd'hui dans la discussion générale. La réforme constitutionnelle opérée par la loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République du 23 juillet 2008 n'emporte en effet pas seulement un changement de dénomination du Conseil devenu Conseil économique, social et environnemental, mais elle commande de façon beaucoup plus ambitieuse de repenser la place même du CESE au sein de notre paysage institutionnel et d'adapter l'organisation ainsi que le fonctionnement de cette institution. Ne nous y trompons pas, la période qui s'engage aujourd'hui est une période charnière pour le CESE. Le défi à relever dans les mois à venir ne relève nullement du simple formalisme juridique. Il ne s'agit ni plus ni moins de façonner le visage du Conseil pour le futur. L'enjeu est double. À la fois améliorer la représentativité de l'institution et d'autre part perfectionner son fonctionnement à moyens budgétaires constants. La spécificité du CESE réside dans sa capacité à offrir un lieu privilégié de débat et d'échange entre les différentes composantes de la société française. De ce point de vue, la composition du CESE, qui n'a que très peu évolué depuis 1958,
est la plus controversée. Dans un rapport publié en janvier dernier, M. Dominique Jean Chertier, lui-même membre du Conseil, a d'ailleurs contribué à ouvrir la réflexion. 3 scénarios sont suggérés dans son rapport, allant du simple ajustement périodique de la composition du Conseil jusqu'à une assemblée des corps intermédiaires, en passant par une assemblée des experts de la société civile, comme l'ont souligné tout à l'heure notre rapporteur Jean-Pierre Vial et comme l'a développé notre collègue Richard Yung. S'il n'est pas encore temps de trancher entre ces différentes options, mais déjà un certain nombre d'intervenants avant moi ont posé des principes, voire d'imaginer d'autres options, un impératif doit néanmoins être rappelé. Cette réforme devra s'opérer à moyens constants et rester neutre s'agissant de son impact budgétaire. C'est en tout cas le souci qu'en tant que rapporteur spécial, je voulais signaler ici. Le nombre a été fixé à 233 membres, c'est-à-dire identique à celui qu'il est actuellement, ceci en similitude complète avec la fixation par cette loi constitutionnelle de juillet 2008 en corrélation avec ce qui a été fait pour le nombre de membres du Sénat et pour le nombre de membres de l'Assemblée nationale. Je tiens à cet égard à souligner que cet objectif de rester à moyens constants est un objectif totalement partagé par l'actuel président du CESE, M. Jacques Dermagne. En tant que rapporteur spécial de la mission Conseil et contrôle de l'État, dont dépendent les crédits du CESE, je ne peux que me féliciter de cette sagesse budgétaire et de ce souci de prendre le virage de la réforme sans dérapage financier. Cette politique volontariste visant à tenir la dépense s'inscrit d'ailleurs dans la continuité des efforts budgétaires mis en œuvre par cette institution, tels que je peux en témoigner depuis 5 ans, où je présente ici, devant notre Sénat, le budget du CES. Outre les dépenses de fonctionnement courant liées au changement de l'institution, il conviendra donc d'absorber à budget constant un certain nombre de coûts difficiles à évoluer dans l'immédiat, mais des coûts certains. Je pense notamment à ceux induits par le droit de saisine parlementaire, mais surtout à ceux résultant du nouveau droit de pétition citoyenne, nouveau droit qui risque d'occasionner des coûts importants de gestion. D'autre part, avec le rajeunissement nécessaire du Conseil, je dis bien nécessaire, et naturellement je suis d'accord sur cet objectif, mais il faudra aussi prendre en compte de facto le coût supplémentaire pour la caisse de retraite. Il faudra donc trouver des économies par ailleurs. Le rapport Chertier de janvier dernier et celui que j'ai présenté ici au mois de mai donnent quelques pistes en ce sens et je souhaite que nous ayons des propositions du gouvernement. Madame la Ministre, le CESE se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Il a été trop longtemps cantonné dans un anonymat relatif. Aujourd'hui, il se voit offert une opportunité inédite d'affirmer encore un peu plus et d'affermir encore un peu mieux son statut de 3e Assemblée constitutionnelle. En ce sens, la mise en œuvre de la loi du 23 juillet 2008 représente bien pour lui une chance à saisir dans les mois à venir. Sur cette voie, tout ne dépendra toutefois pas que de lui. La volonté politique, exprimée en particulier par le Parlement et par notre Sénat, jouera un rôle éminent dans l'évolution et l'influence du Conseil. Je tiens à cet égard à souligner à l'ensemble de nos collègues, et en guise de conclusion, tout l'intérêt de notre Assemblée à tirer le plus largement possible profit des possibilités de consultation du CESE qui lui sont désormais offertes. Le dialogue entre notre Sénat et le Conseil a toujours été fructueux, mais uniquement en commission. Il ne tient qu'à nous de l'enrichir encore plus dans les années à venir, au plus grand bénéfice des deux institutions et surtout de l'intérêt général qui nous est cher. Je suis donc tout à fait favorable à ce projet de loi. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, mon cher collègue.
La discussion générale est close. Nous passons à la discussion de l'article unique. Il n'y a pas d'amendement. Vous souhaitez... Pardon? Vous voulez dire un mot, Madame la Ministre? Avec grand plaisir. Merci, Monsieur le Président. Oui, Mesdames et Messieurs les sénateurs, le gouvernement se trouve interpellé sur un certain nombre de sujets. Je voudrais d'abord remercier l'ensemble des orateurs qui se sont exprimés et saluer le climat très consensuel dans lequel se déroule cette discussion. Et j'espère que tous auront à cœur, et j'en doute pas, de trouver le même esprit consensuel à l'occasion de l'examen du projet de loi organique. En effet, aujourd'hui, ce n'est que la prolongation du mandat et un certain nombre de questions qui ont été soulevées ne pourront trouver réponse qu'à ce moment-là. Donc, je vais me contenter de reprendre quelques points sur lesquels je peux d'ores et déjà apporter des éclairages. Plusieurs sénateurs, et notamment le président Vial, ont soulevé, je crois, le problème de la représentation des cultes. Je vous confirme ce qu'Henri Drincourt a déjà dû indiquer à l'Assemblée nationale: une représentation des cultes ne sera pas proposée dans la loi organique. L'ouverture vers les grands courants de pensée n'implique pas nécessairement une représentation institutionnelle, et de toute façon, il est possible et il est évident que cela devra être fait, de recueillir et de prendre en considération les positions et les idées développées par l'ensemble des cultes et des mouvements de pensée à l'occasion des saisines qui y porteraient. Madame Escoffier a évoqué avec Madame Assassi la féminisation du Conseil économique et social, et je crois aussi qu'au moment de mon arrivée, ça faisait lieu le propos de Monsieur Young. Le président de la République a affirmé la nécessité de faire progresser la parité dans la représentation du CESE. C'est un objectif essentiel, et c'est évident, pour que le CESE soit pleinement en adéquation avec la société civile, pour qu'il puisse répondre aux grandes évolutions de la société, parce que c'est quand même la moitié de l'humanité. Ça, c'est moi qui rajoute. Donc le projet de loi organique relatif à la composition du CESE devra donc poursuivre et renforcer sa féminisation. C'est un objectif que nous pouvons tous et toutes partager. Et ainsi qu'a pu le suggérer Madame Escoffier, le renouvellement du Conseil pourrait aussi impliquer quelques innovations, comme la diminution de l'âge minimum pour siéger, ce qui entrerait dans l'objectif repris par plusieurs parmi vous de rajeunissement, et la limitation du nombre de mandats, mais ceci devra être à nouveau discuté par votre Assemblée. Un petit mot sur la représentation des Français de l'étranger. C'est vrai que c'est un sujet qui devra être examiné. La réflexion doit être engagée comme dans tous les autres groupes, et pour ce groupe, il faut souligner que le contexte a changé, puisque le président de la République a souhaité offrir une plus grande représentation aux Français de l'étranger, avec, au-delà de la représentation sénatoriale, une représentation à l'occasion des prochaines élections législatives. Donc l'heure n'est pas encore aux réponses sur cette question, mais manifestement le contexte a changé. Enfin, sur la question qui a été soulevée par Madame Assassi de l'équilibre entre représentation des employeurs et représentation des salariés, je crois qu'Henri Drincourt l'a rappelé aussi dans son discours, il est important pour le gouvernement que les grands équilibres puissent être, au sein du Conseil, puissent être conservés, et tout particulièrement l'équilibre entre les représentants des employeurs et les représentants des salariés, qui devra être préservé, je le redis ici. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Madame la Ministre. S'agissant... Explication de vote, Monsieur Blanc, mais avec grand plaisir également. Président, je voudrais quand même exprimer Conseil économique et social aujourd'hui. La volonté et la décision du groupe UMP de voter, bien sûr, ce texte, féliciter le rapporteur, nous réjouir du consensus et indiquer qu'il apparaît comme sage en face de ce qui est quand même une évolution importante du Conseil économique et social environnemental désormais, de prendre un peu de temps pour bien réussir ce qui est une réforme importante. Puisque ce Conseil va s'adapter aux évolutions, le développement durable, l'exigence de parité, l'évolution du monde social et économique, et il faudra trouver la formule idéale,
puisque ça se fait à moyens constants, financiers et surtout dans le nombre. Or, modifier des compositions, c'est très facile d'en parler, et puis quand on arrive pour faire rentrer les objectifs des uns et des autres sans augmenter le nombre de membres, c'est vrai que c'est quand même un exercice sans doute difficile et parfois un peu périlleux. Donc que le gouvernement prenne un peu de temps pour mettre en place cette réforme, quoi de plus étonnant? Et il a pris la solution de sagesse, car ça aurait été sans doute un peu difficile de renommer pour peu de temps, alors que là, c'est donc, nous semble-t-il, une solution que nous approuvons. Voilà pourquoi nous voterons ce texte, en félicitant encore le rapporteur. Je vous remercie, chers collègues. Monsieur Del Picchia, pour explication de vote, je vous signale que nous avons ensuite un très long texte. Non, et qu'il y aura des personnes qui assisteront cette nuit. Président, mes chers collègues, je voulais dire... Bon, ça marche. Je prendrai la parole lorsque l'on parlera vraiment de la loi organique qui reconstitue le Conseil économique, social et environnemental. Mais je voulais répondre à mon collègue, M. Young. J'apprécie ce consensus aujourd'hui dans cette salle. En ce qui concerne sa proposition de les faire nommer les représentants des Français de l'étranger par les associations, là, je m'y opposerai parce qu'il y a une assemblée élue au suffrage universel direct des Français de l'étranger, dans laquelle siègent aussi les sénateurs et bientôt les députés, et je crois que ce sera plutôt à l'Assemblée de le faire. Mais on en parlera lors de cette loi. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. S'agissant d'un projet de loi organique, mes chers collègues, je vais mettre aux voix l'article unique constituant l'ensemble de ce projet. Il n'y a plus d'explication de vote. Et donc, je vais mettre aux voix l'article unique. En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit. Il va être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Ceux qui souhaitent voter pour remettront au secrétaire un bulletin blanc. Ceux qui souhaitent voter contre remettront un bulletin bleu. Ceux qui souhaitent s'abstenir remettront un bulletin rouge. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. C'est fait? C'est prêt? Le scrutin est ouvert. Plus personne ne demande à voter? Ah. Votez, votez. Ah bon. Le scrutin est clos. J'invite Madame et Messieurs les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. Chers collègues,
Résultat du scrutin numéro 200 sur l'ensemble du projet de loi organique prorogeant le mandat des membres du Conseil économique, social et environnemental. Nombre de votants 338. Nombre de suffrages exprimés 338. Majorité absolue des suffrages exprimés 170. Pour l'adoption 338. Contre 0. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi relative à la lutte contre la fracture numérique présentée par Monsieur Xavier Pinta. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Xavier Pinta, auteur de la proposition de loi. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir accepté d'inscrire à l'ordre du jour des travaux du Sénat le très important dossier de l'aménagement numérique de notre territoire national. Parmi les nombreux défis auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés, le déploiement des moyens d'accès à l'Internet à très haut débit figure en bonne place. Nombreux sont ceux qui y voient l'un des principaux piliers de l'après-crise, tant les effets de son déploiement seront profonds, multiples, dans pratiquement tous les domaines. Le développement du très haut débit va en effet amener de profonds bouleversements dans la façon de s'informer, de se former, de travailler, de communiquer. Il en sera ainsi avec la visioconférence et le télétravail, invitant des transports de personnes coûteux en temps et en énergie. Je rappelle d'ailleurs que le télétravail concerne déjà 40% des salariés au Japon, mais seulement 10% en France. Il en ira de même pour l'enseignement, le très haut débit offrant la capacité inédite de se relier au monde dans des conditions d'ergonomie et de rapidité inégalées, mettant à disposition de nouveaux tableaux numériques interactifs. L'accès au très haut débit touchera également le domaine de la santé, avec la possibilité d'intervention chirurgicale à distance. L'accès aux services publics, à l'audiovisuel, à la domotique en sera métamorphosé, contribuant de manière décisive au désenclavement des territoires. La puissance et la rapidité des travaux scientifiques et d'ingénierie seront accrues de manière fantastique. Le plan de développement de l'économie numérique du gouvernement, Madame la Ministre, a bien répertorié le vaste éventail des applications des technologies de communication numérique. C'est en réalité l'ensemble du fonctionnement économique, social, administratif, culturel de notre pays qui pourra bénéficier du saut technologique. Ce saut technologique va constituer le très haut débit par rapport au réseau à haut débit actuel, dont les limites de capacité constitueront très rapidement des goulets d'étranglement inacceptables. L'ambition portée par le plan France numérique 2012 de faire de la France l'un des leaders en matière de très haut débit est grande et incontournable. Nous parlons donc ce soir d'un grand chantier national et ce débat est pour moi l'occasion de vous remercier, Madame la Ministre, de votre investissement personnel sur ce dossier pour lequel vous marquez votre ferme intention de fédérer avec intelligence tous les acteurs, opérateurs, pouvoirs publics et bien sûr les collectivités territoriales. Mes remerciements vont également au président de notre commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Émorine, et à son vice-président, Pierre Hérisson, qui a parfaitement présidé nos débats. Je les remercie pour leur expertise et leur discernement. Je veux également saluer le travail considérable accompli, et dans un délai record, par Bruno Retailleau, le rapporteur de cette proposition de loi, et remercier aussi l'ensemble de mes collègues qui ont soutenu cette proposition, le groupe UMP, son président Gérard Longuet, avec une mention spéciale, je l'aperçois, pour Jacques Blanc, qui a été le premier à soutenir cette initiative, sans oublier bien sûr nos collègues issus d'autres groupes, en particulier Nathalie Goulet, Emery de Montesquieu. L'enjeu du déploiement des réseaux de communication électronique à très haut débit est tel que nous devons tout faire pour permettre à l'ensemble de nos territoires d'en bénéficier dans un délai raisonnable. Le très haut débit va faire figure, comme l'électricité, de service vital,
rendant insupportable toute fracture territoriale dans ce domaine. Nos entreprises doivent pouvoir faire le choix de s'implanter dans les villes petites et moyennes, et même en milieu rural, en y bénéficiant d'accès efficient et compétitif à Internet, abolissant en quelque sorte les distances géographiques et permettant d'y conjuguer la qualité de vie avec la performance économique. Une grosse entreprise installée à Paris souhaitera que ses sous-traitants disposent d'un accès à très haut débit pour être plus efficace et réactif. Or, la France est actuellement au début seulement de ce déploiement. On ne compte en effet que 180 000 abonnés au très haut débit pour 18 millions d'abonnés au haut débit. De plus, ces prises très haut débit ne concernent que les grandes zones urbaines dans lesquelles sont présents plusieurs opérateurs et pour lesquels la question pertinente est celle des modalités du déploiement vertical, c'est-à-dire du câblage des immeubles dans des conditions respectueuses de l'intérêt des résidents et du droit à la concurrence. La desserte en réseau de communication électronique en très haut débit des zones moins denses est d'un ressort bien différent. Ces zones sont confrontées à la contrainte propre à tous les réseaux filaires, celle des surlongueurs par abonné, qui caractérisent les territoires à faible densité démographique et qui en compromettent la rentabilité pour les investisseurs. Pour rendre possible la réalisation des centaines de milliers de kilomètres de fibres que suppose le maillage de notre territoire, cette contrainte devrait être levée. Cela passe par une volonté politique très semblable à celle qui a permis, à partir des années 30, d'irriguer l'ensemble de notre pays en énergie électrique grâce à l'implication des collectivités responsables de la distribution d'électricité et grâce à l'appui du dispositif de péréquation financière que constitue le Fonds d'amortissement des charges d'électrification FACÉ. Mes chers collègues, je vous propose dans cet objectif un dispositif à 3 composantes. La première concerne l'indispensable rationalisation et la mise en cohérence du déploiement de la fibre optique. Ce déploiement, nous le savons, sera une opération coûteuse, mais il est toutefois possible de maîtriser ses coûts en organisant et en favorisant le partage des infrastructures entre réseaux de communication électronique, mais aussi avec d'autres réseaux publics, au premier rang desquels, bien sûr, la distribution d'électricité, dont le partenariat avec le secteur des télécommunications résulte structurellement tant de l'histoire que de la géographie et de la technique. J'ai dans cette perspective proposé l'élaboration de schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique. Ces schémas feront tout d'abord l'inventaire de l'existant en termes d'infrastructures et de réseaux en haut et en très haut débit, de façon à définir les besoins prioritaires. Les schémas auront ensuite pour objectif de définir des orientations en ce qui concerne le développement sur le territoire concerné des réseaux de communication électronique en très haut débit. Il me semble important, s'agissant des investissements nouveaux à programmer, de faire très clairement du haut débit, du très haut débit, la priorité absolue. Consentir des moyens importants pour le développement de la desserte sur des débits de type ADSL reviendrait à nous conduire à distraire une partie substantielle de nos financements sur des ouvrages qui deviendront rapidement technologiquement obsolètes et devront donc être remplacés, sans doute avant même d'avoir été amortis en totalité, par les technologies du très haut débit qui seules apparaissent pérennes à l'heure actuelle. La deuxième composante concerne le portage territorial de l'élaboration des schémas. Si nous voulons favoriser une desserte satisfaisante des zones grises et des zones blanches du très haut débit, il importe nous donner une vision suffisamment large des territoires permettant de mettre en lumière des logiques de solidarité territoriale. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé de retenir comme périmètre l'élaboration de chacun des schémas, une aire géographique correspondant au moins à celle d'un département ou à un ensemble démographique cohérent. Cela induit que le schéma soit élaboré par une personne publique de taille suffisante. Afin de tenir compte de la compétence concurrente des divers niveaux de collectivités locales et de groupements pour exercer les attributions définies en matière de communication électronique par le Code général des collectivités territoriales, votre commission propose que les syndicats mixtes, qui permettent de regrouper des collectivités de nature très différentes, mais aussi les départements, mais aussi les régions en tant que telles, puissent assurer l'élaboration des schémas, ce qui me semble une solution de sagesse permettant de s'adapter à la diversité des approches locales.
La troisième composante me paraît fondamentale. Il s'agit de la mise en place d'un fonds d'aménagement numérique des territoires destiné à contribuer au financement de certains travaux de réalisation des ouvrages prévus par les schémas directeurs. L'objectif est ici de permettre l'accès de l'ensemble de la population aux communications électroniques à très haut débit à un coût raisonnable. Je remercie la Commission des précisions au complément qu'elle a apportées sur ce point, en particulier en ce qui concerne le rôle du régulateur pour la détermination des zones éligibles aux aides du fonds. La robustesse juridique de ce fonds va certainement en être améliorée au bénéfice de l'ensemble des secteurs géographiques et des populations dont la desserte sera, il faut y insister, impossible sans un tel dispositif. Je souhaite que celui-ci puisse rapidement bénéficier de sa première dotation financière et le lancement du grand emprunt national en donnera peut-être, Madame la Ministre, l'opportunité, de façon à ne pas retarder le déploiement de la fibre optique au-delà des zones denses ou très denses. Mes chers collègues, vous avez souhaité insérer par ailleurs dans la proposition de loi une disposition relative à l'obligation pour un maître d'ouvrage. Chers collègues, je vous prie de m'excuser, je vous interromps un instant, car je souhaite informer au nom du président du Sénat que pour la première fois sous la Ve République, le Sénat vient à l'instant précis de dépasser les 1000 heures de séance depuis l'ouverture de la session ordinaire le 1er octobre. Je vous remercie, chers collègues, et je vous prie de m'excuser de vous avoir interrompu, mais nous avons considéré que c'était un moment solennel dont vous pouvez bénéficier. Je suis très honoré. Je vous donne la parole. Mes chers collègues, donc vous avez souhaité insérer par ailleurs dans la proposition de loi une disposition relative à l'obligation pour un maître d'ouvrage ouvrant une tranchée d'accueillir des infrastructures de communication électronique à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités. Cela me semble très opportun, à condition de préciser que cela doit se faire avec le souci de la cohérence entre réseaux d'initiatives publiques, puisque le maître d'ouvrage de la tranchée peut être lui-même une collectivité, et je vous présenterai le moment venu un amendement en ce sens. Madame la Ministre, d'importantes dispositions relatives à la couverture télévisuelle des territoires dans le cadre du basculement vers la télévision numérique terrestre ont également été ajoutées au texte dans le cadre des travaux de notre commission. Ces dispositions me semblent avoir d'autant plus leur place dans un texte relatif aux communications électroniques en très haut débit qu'un accès performant à Internet fait partie des dispositifs alternatifs susceptibles de pallier l'insuffisance de la couverture de certains territoires par la TNT. Il me paraît important, en tout état de cause, que la couverture des coûts afférents au traitement des zones d'ombre numérique soit assurée de façon à ce que ni les abonnés, ni les collectivités ne soient pénalisés par ces évolutions. Madame la Ministre, mes chers collègues, l'aménagement numérique en très haut débit de notre territoire national est un défi exaltant. L'enthousiasme que nous sommes nombreux à partager dans ce domaine aura raison, j'en suis certain, des difficultés à résoudre, et je me réjouis que notre débat d'aujourd'hui puisse y concourir. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Bruno Retailleau, rapporteur de la Commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Monsieur le Président, Madame, Messieurs le Ministre, mes chers collègues, la révolution numérique qui s'accélère sous nos yeux a deux caractéristiques. Elle est d'abord planétaire, au sens qu'elle contribue à l'aplatissement de notre monde, comme aurait dit Thomas Friedman. Elle est aussi, dans un autre sens, mondiale et planétaire. On l'a vu récemment avec le rôle qu'a joué Internet dans l'élection américaine. On le voit et on l'a vu aussi malheureusement dans des événements beaucoup plus graves en Iran, avec le rôle qu'Internet a joué dans la diffusion de l'information. Elle a une autre caractéristique, c'est qu'il ne s'agit pas simplement, pour cette révolution numérique, d'une simple mutation technologique, mais il s'agit d'une rupture radicale qui impacte l'ensemble, qui transforme l'ensemble des activités humaines. Et
et Xavier Pintat vient, à juste titre d'ailleurs, d'énumérer un certain nombre de services, mais notre façon de communiquer, de travailler, demain de nous former, de nous soigner, etc., sont impactés bien entendu par cette révolution numérique. De même qu'elle transforme nos systèmes de production, notre système économique. Dans le plan France numérique 2012, il y avait un objectif qui figurait de 30% en termes de contribution à la croissance mondiale à l'horizon 2015, ce qui est parfaitement considérable. Et je crois qu'au moment où la France traverse une crise économique profonde, où elle cherche un nouveau modèle de croissance, je pense, Madame la Ministre, que nous partageons cette conviction, cette certitude même que l'économie numérique est pour demain un des leviers très importants de ce nouveau modèle de croissance qui permettra de libérer des énergies et surtout de créer de la valeur, de créer de nombreux emplois. Notre pays a su correctement négocier la première étape de la révolution numérique avec le haut débit, avec un peu plus de 18 millions de foyers connectés. Nous avons l'un des taux de pénétration les meilleurs d'Europe et surtout nous avons quelques offres les meilleures au monde en termes par exemple de télévision par ADSL ou de téléphone sur IP. En revanche, on ne peut pas s'en satisfaire parce que très vite cette étape est dépassée et on voit poindre une nouvelle étape qui s'annonce avec le très haut débit, tout simplement parce que les nouveaux usages sont de plus en plus consommateurs en débit, il y a de plus en plus d'interactivité, il y a de plus en plus de consommation d'images. Demain, nous serons dans la réalité augmentée, dans la réalité virtuelle. Il faudra des débits de plus en plus importants, ce qui fait que nos vieux réseaux seront très vite obsolètes et qu'il faut penser à la nouvelle génération de réseaux pour le XXIe siècle avec la fibre optique, bien entendu. Et de ce point de vue-là, notre pays sans doute a des atouts, mais il a aussi des fragilités. Il a une fragilité, Monsieur le Ministre Mercier, qui est que la France est sans doute un des pays au monde où la ruralité est la plus importante. En tout cas, en Europe, nous sommes le grand pays de la ruralité. 50% de la population française vit dans des communes de moins de 10 000 habitants. La part de ruralité, au sens où on l'entend en général, c'est 31% de la population, mais c'est plus de 70% du territoire. Et donc on ne peut pas à terme laisser un territoire aussi important sur le bord de la route pour cette révolution qui s'annonce et qui sera absolument capitale. Le risque d'une France à deux vitesses avec un Internet des villes et un Internet des champs est une menace qui est extrêmement importante. C'est la raison pour laquelle je pense que la proposition de loi de Xavier Pintat est la bienvenue. Elle est la bienvenue parce qu'elle tombe au moment où on réfléchit au déploiement de ces nouveaux réseaux. Elle tombe aussi au bon moment parce qu'elle rappelle que le très haut débit, c'est l'infrastructure essentielle de la société de l'information de demain. Je ne reviens pas sur les dispositifs, j'en rappelle peut-être deux qui me semblent importants en matière de planification avec les schémas d'aménagement numérique à l'échelle minimum du territoire départemental pour qu'il y ait une péréquation entre des zones qui seront des zones plus denses et des zones qui sont moins denses. Le deuxième dispositif avec un fonds qui signifie que l'État, mais j'y reviendrai tout à l'heure, ne pourra pas se désintéresser financièrement, budgétairement, du déploiement du très haut débit dans notre pays. Ça paraît évident. Alors notre commission a travaillé dans des délais très très courts. Merci Xavier Pintat de l'avoir rappelé, mais nous avons tenu à conserver l'esprit de la proposition de loi tout en l'enrichissant avec deux constats. Le premier constat, c'est qu'il y a déjà une fracture numérique, y compris avec le haut débit, et qu'il faut essayer de la réduire. Et le deuxième constat, bien sûr, avec le très haut débit et la fibre, il faut l'anticiper, il faut prévenir l'apparition d'une nouvelle fracture numérique. D'abord, la réduction d'une fracture qui n'est pas la fracture de demain, mais qui est la fracture d'aujourd'hui. Il y a trois sujets, mes chers collègues, la TNT, la montée en débit et enfin l'outre-mer. Vous venez de suivre une partie de la discussion générale du projet de loi visant à réduire la fracture numérique.